Eh bien, écoutez, on va essayer d'être à la hauteur de la qualité de cette première table ronde. Et je retiens, moi... Ah ben voilà. Ah ben non, Vas-y, non vas-y. mais Ouais. Non, de remercier de nouveau, très sincèrement, Serge Supersac et François-Xavier Dudouet, dans l'équipe de l'AFR. Vous avez ici des membres de cette équipe de l'AFR. Et avec la volonté qu'on vous avait présentée il y a maintenant 1 an et demi d'essayer d'amener progressivement l'AFR vers un statut d'organisation de la société civile sur la politique des drogues et non plus uniquement sur la réduction des risques. C'est un petit clin d'œil à la version désuète du militantisme telle que l'a comprise la présidente de la MIL tout à l'heure. Donc elle n'a manifestement pas compris, on lui réexpliquera, c'est pas grave. Avoir des interventions et des compagnons de route comme eux est un garant, de mon point de vue, du fait qu'on va pouvoir peut-être un peu plus progressivement occuper l'espace public. Et avoir un ancien flic qui cause, non pas en tant que flic repenti, comme il y a de l'usage de drogue repenti, mais bien flic qui assume ce qu'il a fait et qui a une vraie lecture politique de la situation, c'est important. Parce qu'il s'agit d'une guerre, dans cette deuxième partie de l'après-midi, nous allons un peu plus concrètement, Fabrice Olivet et moi-même, voir de quoi parle cette guerre. Alors évidemment, j'imagine que les uns les autres, nous n'allons pas apprendre beaucoup de choses, mais c'est aussi pour repasser des messages politiques à celles et ceux qui ne les auraient pas compris, pas forcément au sein de cette salle. De façon à poser aussi le cadre de nos discussions tout à l'heure en Assemblée générale de l'AFR. Donc moi, je vais commencer sur vous dresser un petit état des lieux des conséquences de cette guerre aux drogues. C'est vrai qu'on peut se poser la question, j'en discutais avec Michel Gandilon en aparté de l'OFDT, en fait, est-ce que c'est vraiment une guerre ou pas? On va, sans rentrer dans de la polémologie, la science de la guerre, on va essayer de dire en quoi, en fonction de la définition officielle d'une guerre, c'en est une. Une guerre, généralement, il y a deux choses. Il y a des facteurs structurels qui sont ancrés dans le temps, et puis il y a des éléments déclencheurs. C'est l'attentat de l'archiduc à Sarajevo en 1914 pour faire écho à la thématique qui fait toile de fond à ces journées d'affaires, le centenaire de la Première Guerre mondiale. C'est le couloir de Danzig en 1939. Là, nous avons bien les deux éléments. Le premier, François-Xavier l'a brillamment exposé ce matin, il y a bien un facteur structurel qui est né entre 1912 et 1972, qui s'appelle la création d'une norme juridico-économique, et c'est ça qui est important. Ce n'est pas une norme d'interdit parce que les drogues seraient mauvaises ou dangereuses. On a bien vu que c'était un des mythes fondateurs et un des plus gros mensonges de l'histoire de l'humanité, entre parenthèses, mais un des mythes fondateurs de cette politique des drogues aujourd'hui. Donc le facteur structurel, il est bien là. Et le facteur conjoncturel est l'élément déclencheur, et Fabrice reviendra dessus tout à l'heure, c'est le tournant de la fin des années 60, début 70, avec ce que est devenu effectivement, à travers la terminologie américaine, la guerre aux drogues, en particulier suite à ce fameux discours du président Nixon devant le Congrès des États-Unis le 17 juin 1971, où il déclare les usagers de drogue et la drogue comme ennemi public numéro un. Nous avons bien le vocabulaire de la guerre, nous avons surtout les deux conditions qui font qu'aujourd'hui nous sommes dans une guerre aux drogues. Voilà. Juste une petite question pour poursuivre l'intervention, le propos de François-Xavier tout à l'heure. Donc l'Office international de contrôle des stupéfiants, qui est un petit peu le gendarme mondial des drogues, créé dans le cadre de la Convention de 61 et officiellement mis en place en 68. Il y a 13 membres. Il y a un Français dans cet organe-là. Qui connaît, Farid, tu réponds pas parce que toi tu connais, c'est sûr, mais qui connaît le nom de ce Français? Personne. Et c'est bien un des signes que nous avons affaire, dans le cadre d'une guerre, peut-être à des nouveaux ennemis, ou si ce n'est ennemis adversaires, et sur les terrains desquels il faudra aller, au-delà de nos terrains habituels de la réduction des risques sanitaires et sociaux dans lesquels on voudrait nous enfermer, et dans lesquels, on l'a entendu ce matin, on voudrait toujours nous enfermer. Ce Français s'appelle Marc Moinard. Il a été nommé par le Conseil économique et social des Nations Unies. Sa seule légitimité est d'avoir été présenté par le gouvernement français de l'époque. C'est un magistrat, donc je vous explique qui c'est puisque vous ne le connaissez pas. Un magistrat qui a une carrière en tant que procureur et une carrière dans différentes directions du ministère de la Justice. Il n'est pas spécialement connu de nous dans cette salle comme étant quelqu'un ayant travaillé sur la politique des drogues, et pourtant il fait partie des 13 gendarmes mondiaux qui, sans aucun contrôle démocratique, vont décider de qui aura accès à de la codéine de façon illégale et qui n'aura pas accès à de la codéine de façon légale, pour faire écho aux propos de tout à l'heure. Diapo suivante. Alors,
Les conséquences, elles sont évidentes. Alors, il y a celles qui nous ont réunis historiquement hein, autour de cette salle, les conséquences sanitaires que vous connaissez. Il y en a d'autres qu'on va détailler tout au long de cette intervention, que vous connaissez, que vous imaginez, mais on va essayer de se donner un peu plus d'éléments techniques parce que derrière, il va falloir aussi nous outiller l'opinion publique, là où nous sommes, dans les lieux où nous sommes, les CARUD où nous sommes, les XAPA où nous sommes, les autres associations où nous sommes, dont les associations d'autosupport et d'usagers, ou d'autres associations de la société civile, comme celle où je suis en parallèle militant, Médecins du Monde. Je sais qu'il y a des gens de aide aussi dans cette salle et d'autres structures. Ces conséquences, on va essayer de les focaliser sur le pays nous sommes, la France, puisqu'on part d'assez loin manifestement dans le plaidoyer pour une autre politique des drogues. Et de ce point de vue-là, je suis un peu inquiet quand je sais que c'est la Mildeka qui nous représentera ou qui représentera la position de la France dans le travail diplomatique préalable à la session spéciale des Nations Unies qui aura lieu au mois de septembre 2016, surtout quand on sait que ça sera à cadre légal constant, pour reprendre l'expression historiquement consacrée par Nicole Mastracci en 1997, et qui sera sans une réorientation de la politique de la France, pour reprendre les propos de Daniel Jourdain-Ménager tout à l'heure. Il y a de quoi manifestement s'inquiéter, et en tant que citoyen, membre d'organisation de la société civile, là aussi c'est important de pouvoir porter cet argumentaire et de démontrer qu'il est peut-être ou vraisemblablement nécessaire de réorienter cette politique. Mais ces conséquences concernent aussi les pays producteurs et de transit, et nous y reviendrons en diapo suivante. Donc je ne vais pas parler des conséquences sanitaires, parce qu'on les connaît tous et toutes. Je vais revenir sur deux points. Sur un coût très direct de la guerre aux drogues, et on verra les coûts indirects plus tard. L'incarcération, effectivement, cette politique de contrôle des drogues, car il s'agit bien d'une politique de contrôle instrumentalisée à partir des années 70 à des fins politiques, comme une guerre contre les usagers, y compris avec les dérives policières qu'a pu rappeler Serge Supersac tout à l'heure. Elle conduit dans le monde à une incarcération de masse, pardon. On estime aujourd'hui qu'il y a 9 millions de personnes détenues. Sur ces 9 millions, la proportion évalue, j'ai pris la moyenne basse qui est de 25%. Certains rapports font état de 40% de la population mondiale en prison, qui le serait pour une drug offense, pour une infraction aux différentes lois nationales sur les stupéfiants. Appliquons cette proportion à la population détenue française, et je dis bien détenue, c'est-à-dire incarcérée, hein, pas uniquement la population sous écrou qui est plus nombreuse, un peu moins de 67 000 détenus en France, on le rappelait tout à l'heure, très exactement 66 354 personnes au 1er septembre 2014, donc hier. Ça nous fait un peu plus de 16 000 personnes en appliquant cette proportion qui le serait pour une infraction à la législation sur les stupéfiants. Le coût moyen d'un détenu en France est de 30 000 € par an. Je vous laisse faire l'addition. Nous avons déjà un coût de près de 500 millions d'euros annuels pour appliquer une politique qui, on le sait, est non seulement inefficace, mais contre-productive. Et la notion de contre-productive prend tout son sens ici. Lorsque l'on sait qu'en parallèle, nous sommes incités à faire des économies parce que notre système est en fin de course, parce que nos déficits se creusent, parce que nous avons des ratios à respecter. Je ne rentre pas dans le débat politique, faut-il les respecter ou pas. Il n'en reste pas moins que l'ensemble de la classe politique aujourd'hui, quasiment l'ensemble de la classe politique, demande à faire ces économies de dépenses publiques. Voilà des beaux postes d'économie. Diapo suivante. Un autre coût, et ça concerne très directement pas mal d'entre nous dans cette salle, la question de l'hépatite C. Vous avez suivi l'actualité, j'imagine bien, et je vois Patrick Favrel, que je salue au premier rang. Nous sommes en collectif interassociatif à essayer de faire prendre conscience, dans un premier temps auprès du décideur public, de l'absurdité du mécanisme de fixation du prix du médicament dans ce pays, où l'on ne fait que satisfaire les intérêts de l'industrie pharmaceutique. On pouvait le faire quand on était en période de vache grasse. Nous sommes aujourd'hui en période de vache maigre, si ce n'est de vache anorexique. Donc on ne peut pas, dans un même temps, alors que le poste médicament qui coûte 24 milliards d'euros à la sécurité sociale, poste sur lequel le dernier plan d'économie du gouvernement demande de faire 2 milliards d'euros, on ne peut pas, dans le même temps, accepter de payer les nouvelles molécules, donc des antiviraux à action directe qui sont très efficaces, vous le savez, mais qui sont vendus à des prix inabordables que vous voyez apparaître sur cet écran, qui mettent en danger très clairement notre système de protection sociale en France, héritage
de notre socle de 1945 créé sur les bases du Conseil national de résistance. Donc oui, c'est une guerre, ça. Ça, c'est une guerre quand ça détruit la sécurité sociale. Et très clairement, le poids aujourd'hui financier, et je ne parlerai cyniquement que du poids financier de l'hépatite C dans ce pays, vous le savez, il est très directement lié au fait que pendant des années, des usagers de drogue injecteurs ont été, en raison du statut légal, mis en dehors de l'accès non seulement à du matériel, mais à des véritables messages d'éducation aux risques liés à l'injection. Si l'on reste dans cette logique, aujourd'hui, ça nous coûterait, sur la base du prix actuel, en traitant les personnes qui ont un besoin immédiat de traitement, aux alentours de 7 milliards d'euros. C'est l'équivalent du budget de la PHP, tu y reviendras, Marie. C'est 4 fois la contribution du Fonds mondial depuis 2011 cumulée. Donc une autre conséquence de cette guerre aux drogues, elle est aussi là. Elle met en danger un des plus beaux éléments de notre socle républicain aujourd'hui, qui est le fait que tout le monde a le droit à une couverture sociale. L'actualité nous rattrape, hein, puisque vendredi dernier, certains le savent, mais la deuxième de ces molécules, qui est donc une bithérapie sur un monocomprimé, vient d'être acceptée par l'équivalent de l'agence du médicament américaine, la Food and Drug Administration, pour un prix encore plus supérieur, 100 000 $. On est aux alentours de 72 000 euros le traitement de 12 semaines, pour des produits qui n'en valent que moins de 100 euros en moyenne, coût total à la production. Autre impact donc de la guerre aux drogues. Diapo suivante. Alors, on ne peut pas non plus être dans une vision uniquement égoïste et parler de ce qui se passe chez nous, surtout quand on est en situation, en toile de fond, la situation du Mexique et de l'Amérique latine qui payent le prix fort de la consommation du marché intérieur américain. On y reviendra tout à l'heure. Bien évidemment, ces États... ce sont des États dans lesquels les conflits armés sont extrêmement présents. On pourrait, pour le coup, consacrer une demi-journée ou une journée entière à ces conflits armés. Avec Michel Gandillon, nous animerons d'ailleurs un atelier sur cette thématique demain matin ou demain après-midi, je ne sais plus, c'est dans le programme. J'aimerais juste reprendre, pour le coup, un conflit qui nous concerne particulièrement en ce moment, qui est le Nord Mali, hein, avec l'invasion militaire française que nous payons avec nos impôts, de nouveau. Coût de la guerre aux drogues. Le Mali, le Nord Mali, comme vous le savez, est devenu aujourd'hui un des carrefours autoroutiers mondiaux de l'approvisionnement de l'Europe en drogue, à la fois sur la route de l'héroïne qui arrive par la côte Est et la route de la cocaïne. Tout se retrouve là, et bien avant Ansar el-Din, bien avant les djihadistes, bien avant Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et il y avait surtout ce qui s'appelle les grosses mafias qui géraient cet espace, ce carrefour autoroutier. L'anecdote la plus connue est ce fameux Boeing Air Cocaïne qui a atterri en plein désert en novembre 2009 avec plusieurs tonnes de cocaïne à son bord et qui a été brûlé avec des 4x4 qui se sont répandus dans tout le Maghreb, l'Afrique du Nord, pour aller distribuer cette cocaïne. Tout cela amène à des conflits sous prétexte de lutte contre le terrorisme et le djihadisme. Nous sommes à chaque fois dans des zones de conflit où la production et le transit, le trafic, donc transit et trafic pour le Nord Mali, est l'élément déclencheur. Ça, c'est une vraie guerre. Un autre pays qui me tient à cœur, vous le savez, l'Afghanistan, où nous avons monté avec Médecins du Monde un programme de réduction des risques. Il faudra un jour qu'on se penche sur le coût de cette intervention. Et là aussi, je vais être de nouveau très cynique. Je ne parle pas du coût humain et des milliers, dizaines, centaines de milliers de morts civiles. Je parle bien du coût pour nos finances publiques, à la fois dans l'aide publique au développement. Les pays de l'OCDE ont consacré plus de 60 milliards de dollars d'aide publique au développement sur la période 2002-2012, sur 10 ans. Sur les dépenses militaires, nous sommes bien évidemment à des niveaux bien plus élevés. Je vous ai donné le budget militaire américain sur la seule année 2011. On estime qu'on n'est pas loin d'une guerre qui aura coûté 1000 milliards de dollars. Alors on me dira, c'était pour expulser Ben Laden et puis le régime des talibans. Oui, c'était le mandat numéro 1, mais très officiellement, l'OTAN a formalisé, en particulier en septembre 2009, dans la feuille de route de l'ISAF, la Force internationale d'assistance à la sécurité en Afghanistan, comme mandat numéro 2 de lutter contre la production d'opium dans le pays. Et on reviendra sur les résultats qui sont évidemment catastrophiques et contre-productifs de nouveau. La corruption, une donnée parmi d'autres, pourrait y en avoir plein,
une étude qui est reprise d'ailleurs dans le troisième rapport de la Global Commission on Drugs, que je vous incite à lire et que nous avons fait imprimer, qui est disponible sur le stand de l'AFR, le petit livre rouge. Alors là, ça sera le vrai petit livre rouge du XXIe siècle. Voilà, nous avons en comparaison ce qui est estimé comme pot de vin dépensé au Mexique pour corrompre du décideur public ou du fonctionnaire, y compris de police, face aux sommes allouées à celui qui est chargé de faire appliquer la loi. Il y a un point qui est assez peu souvent abordé comme un des coûts de la guerre aux drogues, c'est l'impact de la politique actuelle de contrôle des drogues qui se traduit par à la fois la criminalisation des usagers, mais le déclenchement de conflits armés dans les zones de production et de transit, c'est bien un obstacle au développement. C'est aujourd'hui prouvé. Donc on a des pays en dit retard de développement. Je ne rentre pas dans ce qui s'appelle les modèles de développement parce que là, ça nous porterait un petit peu loin. Mais on est par définition dans des politiques d'aide publique au développement et des stratégies nationales de développement humain qui sont condamnées à l'échec, généralement pour deux raisons. Les bases d'une économie qui est souvent très faible, inexistante, sont dès le départ criminalisées. Il est impossible de construire une politique économique de développement d'un pays si dès le départ les bases sont viciées. C'est le cas de nouveau de l'Afghanistan. Deuxième point, quand les conflits s'arrêtent ou sont censés s'arrêter, donc c'est le cas de ce pays avec le retrait progressif des troupes, mais aussi derrière la fin de l'aide publique au développement, ou en tous les cas la réduction à sa plus simple expression, dans un pays où 90% du budget de l'État est alimenté par la communauté internationale, il y a de quoi être inquiet sur ce que sera le développement ultérieur de ce pays, sans économie viable et avec des bases qui sont criminalisées. Diapo suivante. Alors, on revient sur l'Afghanistan. En fait, ce sont des données que vous connaissez, mais généralement elles sont disconnectées. Donc j'ai essayé de les remettre ensemble sur un tableau. Vous avez, ça c'est peut-être pas très clair pour ceux qui sont le plus au fond, donc je vais l'expliquer. Vous avez sur la partie gauche les histogrammes qui sont en violet, représentent le niveau de production locale d'opium. L'Afghanistan, d'ailleurs, contrairement aux représentations, même si ça a toujours été effectivement un État producteur, c'est un État qui produisait assez peu d'opium dans le passé. On était à moins de 100 tonnes avant l'invasion soviétique de décembre 1979. Et on voit très clairement qu'au fur et à mesure du conflit, donc un conflit qui dure depuis Noël 79, suite à l'invasion soviétique, 35 ans maintenant, au fur et à mesure des grandes étapes et des grands basculements du conflit dans les différentes phases, nous avons des sauts quantitatifs, mais j'ai envie de dire aussi qualitatifs en termes d'extension de zones agricoles de production d'opium sur le pays, avec ces phases-là. Vous connaissez l'histoire, je n'y reviendrai pas. Reagan est élu président en 80 et souhaite déclarer la guerre à l'Empire du Mal, donc l'Union soviétique à l'époque, et le conflit afghan va donc être extrêmement instrumentalisé par le gouvernement des États-Unis d'Amérique pour en gros faire péter l'Union soviétique. D'ailleurs, ça va marcher, puisque le dernier soldat d'Afghanistan partira d'Afghanistan, le dernier soldat de la mer Rouge en février 1989. Et comme vous le savez, le régime soviétique s'effondrera 2 ans plus tard. Mais sans aller tout de suite jusqu'à 1989, les fonds secrets de la CIA vont être dédiés à l'armement des Moudjahidines, dont un groupe de Moudjahidines, pour la petite histoire, qui s'appelle Al-Qaïda, ça signifie la base, et qui est créé dans le Pakistan Nord en 1988, qui est financé par les États-Unis d'Amérique et qui est dirigé par un gars qui s'appelle Ben Laden. C'était une petite parenthèse historique. Mais les fonds de la CIA ne sont pas suffisants pour armer les groupes de Moudjahidines, en particulier le groupe de Gulbuddin avec Matyar. Et donc, les États-Unis vont autoriser ces groupes Moudjahidines à produire de l'opium dans les zones qu'ils contrôlent. C'est pour ça qu'à partir du milieu des années 80, vous voyez une augmentation assez conséquente par rapport à ce volume faible de 100 tonnes, une augmentation qui est quand même assez conséquente de la production d'opium. L'objectif des États-Unis d'Amérique était, je vous le dis, de faire
péter les Russes. Objectif atteint, donc ils n'ont plus d'enjeu stratégique, d'intérêt politique à être dans la région après 1989 et à continuer à soutenir ces groupes armés moudjahidines. Pour autant, à cette époque, le conflit n'est pas fini et les Afghans eux-mêmes sont toujours en guerre puisque le président Najibullah va rester au pouvoir pendant encore 1 an ou 2, communiste, et ensuite il y aura une guerre civile entre les différents groupes de Moudjahidines jusqu'en 1996, comme vous le savez, avant l'arrivée des talibans qui régleront la situation à leur façon. Mais pendant cette période-là, la guerre continue sans ressources américaines, d'où l'explosion au début des années 90, et c'est là qu'on passe des seuils quantitatifs aux alentours de 2000 puis 3000 tonnes, ce qui est énorme, parce que la production d'opium va venir combler le manque de ressources pour financer l'économie de guerre afghane, alors que la résolution la peine n'a pas été résolue. Les talibans arrivent donc en 1996 et à leur façon font le ménage et renvoient ces chers moudjahidines à leurs études ou chez eux. Et contrairement à un mythe qui est souvent répandu, les talibans n'ont jamais interdit l'opium. C'est même l'inverse. C'est un des rares pays à l'époque, le califat islamique d'Afghanistan, qui a quelque part à sa façon légalisé la production d'opium en la fiscalisant. Et d'ailleurs, une des seules ressources du budget de l'État taliban de l'époque était la fiscalité sur la production. Alors oui, ils avaient interdit l'usage privé de drogue avec leur méthode, mais c'est pour cela que, contrairement à ce qu'on a souvent comme idée reçue, la production d'opium va exploser sous le régime taliban, à l'exception de la dernière année, 2001, parce que vous vous souvenez, quels que soient vos âges maintenant, j'imagine, toutes et tous, de la fin des années 90, l'explosion des Bouddhas de Bamiyan, les femmes tuées dans le stade de Kaboul, donc une mobilisation de la communauté internationale à l'époque qui pointe vraiment le doigt sur ce pays. Donc ce pays qui est un petit peu obligé de donner des gages de bonne volonté par rapport à des politiques internationales qui sont importantes pour ce qu'on appelle la communauté internationale. La politique de contrôle des drogues en étant une. Ce qui conduit le Mollah Omar, en juillet 2000, à prendre un édit pour interdire la production d'opium, de façon à donner des gages de bonne volonté à la communauté internationale pour éviter de se faire bombarder. Manque de peau pour lui, il avait un pote qui s'appelait Ben Laden et qui a fait péter des tours aux États-Unis, et ça, ils n'ont pas aimé du tout, donc ils ont quand même fait péter le régime. Mais ceci explique simplement la réduction drastique de la production sur la récolte 2001 par rapport à des plantations qui ont été arrêtées dès la fin des années 2000. En toile de fond, il y a d'autres explications aussi. La production avait été tellement importante et les stocks tellement importants que du coup, la valeur économique de l'opium était assez faible et il fallait reconstituer la demande, rééquilibrer la demande par rapport à une offre qui était surdimensionnée pour retrouver des prix qui étaient intéressants pour les réseaux mafieux. Mais les deux raisons jouent. Troisième période de la guerre américaine et occidentale, dans laquelle nous sommes toujours. Et là, pareil, l'histoire se passe de commentaires particuliers. Il suffit de suivre l'évolution des courbes. C'est dans le haut du tableau, donc cette fois-ci, en haut à gauche. Et on bat tous les records d'opium sur la décennie 2000, la première décennie 2000 jusqu'à aujourd'hui. On bat aussi des records de nouveau en termes de couverture géographique de la production. Historiquement, la production d'opium en Afghanistan, c'est essentiellement dans la partie nord-est du pays, qui s'appelle le Badakhshan, qui est une toute petite partie. C'est le petit doigt qui rentre dans la Chine quand vous regarderez la carte de l'Afghanistan. Et là, la consommation s'étend à tout le pays. Donc, et pourquoi, évidemment ? Parce qu'au fur et à mesure que la situation se dégrade sécuritairement, il y a un décrochage en 2005-2006, c'est là que l'insurrection talibane reprend vraiment, l'insurrection des Moudjahidines, et vous voyez que ça correspond au moment où la production augmente énormément, parce qu'évidemment, à ce moment-là, les Moudjahidines ne sont depuis bien longtemps plus financés par les fonds secrets américains. Donc, nous avons un exemple historique, récent, majeur, de l'hypocrisie, bien évidemment, mais ça on en était convaincus, mais vraiment de l'effet contre-productif de cette politique de contrôle des drogues qui crée cette valeur marchande, ça vous le savez, qui est complètement artificielle, parce que l'opium, c'est très facile à cultiver. Moi, j'en avais dans mon jardin à Kaboul, ça poussait tout seul. Et là, c'est une source de revenus qui est majeure. Diapo suivante. Alors, en Amérique latine, parce qu'il ne faut pas oublier ce continent, mais Michel en parlera beaucoup mieux demain,
J'aime bien ce titre, sans faire des souris et des hommes, mais des hommes et des forêts. Vous la connaissez, la sale guerre au Mexique, tout le monde a les chiffres en tête, mais c'est quand même bien de les rappeler parce que c'est une vraie guerre avec des morts et les nouvelles estimations font plutôt état de 100 000 morts depuis 2006. Mais c'est aussi un désastre écologique pour les pays et en particulier dans les pays producteurs de coca. Diapo suivante. Ceci dit, il y a des conséquences qui sont moins directement visibles et des conséquences pour lesquels il faudra qu'on s'outille un petit peu collectivement et qu'on apprenne à intégrer dans nos argumentaires, encore une fois, ne pas se réduire à une réduction des risques et des dommages uniquement sanitaires et sociaux. Merci Madame la Présidente de la MILT. Notre vivre ensemble aujourd'hui est altéré par la guerre aux drogues. Pourquoi tu rigoles? Non, les allusions à la Présidente de la MILT. Elle n'était pas là tout à l'heure. Non, non, mais j'apprécie. La situation des quartiers. Alors nous avions Serge tout à l'heure qui revenait aussi sur son parcours à Sevran, qui nous parlait de Frévalon, des quartiers nord de Marseille. Il y a les camarades de Marseille qui sont là, qui en parleront mieux. On est quand même dans un pays où les règlements de compte se font à la Kalachnikov aujourd'hui. Donc sans rentrer dans les histoires de la violence urbaine, on a un territoire républicain qui est aujourd'hui très clairement grignoté en raison de la guerre aux drogues, en raison d'une logique mafieuse qui structure ces quartiers. Et si j'oublie l'aspect politique, voire philosophique, de « je souhaite que cette République soit la même pour tout le monde », très cyniquement, ça coûte cher ces conneries-là. Ça coûte cher en politique de la ville, tout le pansement social qu'on met dans les maisons de quartier, ou les arrêts de bus qu'on va repeindre en rose, ou les cages d'escalier pour faire joli, qui fondamentalement ne change pas les raisons du problème. Ça coûte cher sur une éducation nationale qui ne fait, vous le savez, et c'est prouvé depuis la dernière étude de la Fondation Bertelsmann qui a été publiée le mois dernier. On est le pays qui reproduit le plus les inégalités sociales et économiques dans les cursus scolaires et qui frappe particulièrement ces quartiers. Donc on va y remettre plus de moyens, évidemment, pour essayer de combler ça, mais ça ne marche pas non plus. C'est un désastre économique avec un éloignement des acteurs économique, un acteur économique, c'est-à-dire qui va produire de l'emploi, de la richesse, qu'il soit public ou privé d'ailleurs, qui ne vont plus dans ces quartiers-là. Et donc la spirale du chômage, on est dans les jeunes des quartiers sur les taux de chômage les plus élevés parmi la population. 25% des jeunes des quartiers aujourd'hui sont sans emploi. La moyenne nationale, vous le savez, est à 10%. C'est élevé, je vous l'accorde, mais là, on est sur plus du double. Et donc, derrière, une politique aussi fiscale et sociale qui a un coût, et c'est très dangereux, j'y reviendrai sur la toile politique qui en font, qui conduit à pointer ces pauvres. Rappelez-vous le cancer sur l'assistanat social, ce cancer de l'assistanat social qui concerne plus particulièrement ces quartiers où vivent au premier plan des gens qui sont les premières victimes de cette guerre aux drogues, sans parler des usagers eux-mêmes, mais bien des habitants. Et les habitants qui ne sont pas complètement anodins, qui sont quand même ce qu'on appelle difficilement dans notre pays, mais des minorités ethniques, des blacks, des beurs. En grande partie. Ces problèmes-là, il faudra bien qu'on se les pose et je pense qu'on y reviendra tout au long de ces journées avec Fabrice tout à l'heure et puis mercredi matin dans nos conclusions. Donc, en toile de fond de tout cela, et ça sera ma conclusion, les éléments, vous les connaissiez, j'en ai repris quelques-uns, j'en ai développé un ou deux, on continuera à se former collectivement. Il y a beaucoup de production aussi d'évidence qui est faite par la Global Commission on Drug Policy, qui est faite par la London School of Economics, qui est faite aussi par quelques chercheurs en France. Il faudra qu'on se les approprie, qu'on les digère et qu'on soit capable de les retransmettre à l'opinion publique, sans faire peur, mais pour qu'ils comprennent que les drogues, c'est pas qu'une question de VIH, d'hépatite et d'overdose, c'est aussi une question de mise en danger de notre vivre ensemble. Parce qu'en toile de fond, je vous le disais, il y a un véritable affaissement du sentiment de solidarité dans ce pays, ce qui est normal, c'est lié à des situations de crise, donc on va concentrer ses efforts de solidarité sur son milieu proche, ses amis, ses relatifs. Et puis, on va avoir tendance à s'éloigner de quartiers, d'endroits, de zones qui, pour peu qu'elles soient un peu sulfureuses, vont être moins réceptrices de notre solidarité. Je vous l'ai dit, je suis un médecin du monde, nous sommes très sensibles, évidemment, en tant qu'organisation qui fonctionne énormément avec la générosité du public à l'évolution de ce sentiment de solidarité. Je peux vous dire qu'on le voit s'abaisser très clairement, avec derrière, bien oui, une montée de ce sentiment d'insécurité, pas au sens politique du terme, mais l'insécurité sociale qui se traduit après
politiquement par la situation que nous vivons aujourd'hui et qui rend encore moins propice un discours éclairé sur les drogues et la guerre aux drogues. Donc voilà, nous sommes dans ce cercle vicieux qu'il convient de trancher aujourd'hui. Diapo suivante. Ah oui, j'ai oublié celle-là, mais c'est pas très grave. François en a parlé tout à l'heure. La diapo précédente, et ce que je vous racontais, c'est des aspects qu'on perçoit toutes et tous dans nos vies, mais je pense qu'il faut qu'on soit en capacité de les formaliser aujourd'hui, car ce sont des arguments forts dans le discours que nous avons à dire sur la politique actuelle des drogues. Autre conséquence, un petit peu oubliée, parce qu'elle nous concerne moins dans les pays dits riches, c'est effectivement l'accès à des antalgiques opioïdes ou à base d'opiacés. Je ne m'étends pas parce que les chiffres ont été donnés, là ce sont les données de 2011, mais on est en gros sur les 6 pays les plus riches du Nord qui concentrent 80% de la production légale de ces médicaments, donc dans un cadre effectivement médical pour soulager la souffrance, et les pays du Sud, Farid, tu le disais tout à l'heure, donc voilà, on peut passer à la suivante. Donc en conclusion, voilà, elle est écrite, hein, je vais pas la relire, mais insister sur le fait qu'on ne peut plus nier que nous sommes dans une situation de guerre aussi en France, que cette guerre se passe directement sur notre territoire, ou bien on l'a vu à travers notre fonction de pays belligérants dans des États qui connaissent des conflits armés en raison de la politique internationale de contrôle des drogues. Nous ne pouvons plus la nier, cette guerre, elle est là. Et puisqu'on faisait référence aux guerres mondiales, je vais en faire cette fois-ci pour conclure une référence à la Seconde Guerre mondiale. Serge l'a fait sur la ligne Maginot tout à l'heure. Cette fois-ci, il n'y aura pas de plan Marshall. En 1945, les pays d'Europe ont bénéficié de cette aide massive des États-Unis. Là, on est en fin de parcours. Donc ça nous coûte cher, ça ne marche pas, et en plus il n'y aura personne qui viendra nous aider pour essayer de repenser tout ça et de colmater, si tu veux, un puissant fonds financier. Donc il n'y a pas 36 000 solutions, il y a une solution qui s'appelle une réforme, effectivement, du cadre légal et réglementaire de cette politique internationale et de ses conséquences nationales de cette politique internationale de contrôle des drogues. Merci.